très très limité dans les justifications possibles de la distinction. Quand on parle de justification objective et raisonnable, en fait ce terme recouvre une réalité qui est assez simple, c'est avoir le moins de dommages possible pour la personne qui est victime de cette distinction. Donc on pourrait le justifier, mais alors il faut que l'impact discriminatoire pour cette personne soit le plus minimal possible. Très brièvement, c'est comme ça. De toute façon, ce ne sera pas à vous de voir s'il y a une justification ou pas. Nous, on sera là pour examiner exactement les termes de la loi sur les mécanismes de justification et voir si on est dans la discrimination ou la distinction. Donc retenez biens et services, pas de justification pour les critères raciaux. Retenez l'exigence essentielle, professionnelle essentielle et déterminante. Retenez que parfois, il y a des justifications, mais alors ça s'analyse au cas par cas. Voilà. Alors, là je résume un peu, on a déjà vu ce raisonnement au début, je vais le résumer encore maintenant pour remettre les choses en place. Donc première chose, est-ce qu'il y a un motif protégé? Ce sont les différents critères qu'on a vus au début. Deuxièmement, est-ce qu'il y a un domaine qui est d'application? Troisième question, est-ce que c'est justifié? Et si ce n'est pas justifié, qu'on a répondu positivement aux deux premières questions, là ce sera une discrimination. Alors justement, pour revenir sur ces justifications, en Belgique, on est dans un État considéré comme neutre. Donc lorsqu'on a l'État comme employeur, on pourrait justifier, l'État pourrait justifier, ou en tout cas l'employeur en tant qu'État pourrait justifier le fait qu'il demande une certaine neutralité à ses employés. Et la neutralité, ce serait par exemple ne pas avoir d'apparence religieuse qui soit démonstrative. C'est ce que l'État belge dit. Parfois, la limite se met à différents niveaux. Par exemple, au niveau des fonctions d'autorité, la fonction policière, là on dira oui, mais la neutralité doit vraiment être très claire, sinon ça peut poser problème. Si c'est une personne qui travaille pour l'État, mais qui est dans un bureau, là on pourrait jouer en disant mais ça ne justifie pas qu'on impose un caractère de neutralité. On voit que toutes ces questions-là sont des questions vivantes, sont des questions politiques, sont des questions qui se débattent. En Europe, on a le modèle anglais qui est beaucoup plus inclusif, on a le modèle français qui est beaucoup plus exclusif, et on a la Belgique qui se trouve un peu au milieu à tâter. Où est-ce que je peux aller, où est-ce que je veux aller, comment je vais définir ma neutralité en tant qu'État belge, où je vais mettre les limites et où je vais imposer une certaine neutralité. Parfois c'est justifié, parfois ce ne sera pas justifié, ça dépendra du type d'emploi que l'État propose. Ce qui est intéressant ici de dire, c'est que si c'est un employeur privé, il ne pourra pas invoquer cette question de neutralité. La neutralité d'un employeur privé, ce n'est pas l'État. L'État peut se revendiquer être neutre et le justifier comme tel. Un employeur privé ne peut pas se revendiquer comme neutre. Mais il faut savoir que la jurisprudence en Belgique n'est pas très claire. Par exemple, on a une jurisprudence qui concerne les magasins clubs. Les magasins clubs ont dit pour l'image de l'entreprise, je n'accepte pas que mes vendeuses portent le foulard. Le juge belge a dit ah ben ça c'est justifié. Ça peut se justifier. Club, pour l'image de son entreprise, peut ne pas accepter d'employés voilés. Ça doit être débattu. Ça peut être débattu, ça doit être débattu, mais ce sont des questions qui, dans la jurisprudence, des questions qui sont traitées par les juges et où les décisions ne sont pas toujours les mêmes. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire Emma. Emma, là, c'était un client qui a dit « Je ne comprends pas que dans votre magasin, il y ait des femmes voilées pour me servir. » L'argument client a été considéré par le juge comme discriminatoire. Donc Emma ne pouvait pas invoquer le fait qu'un client ne voulait pas être servi par une femme voilée pour discriminer cette personne. Donc on voit que les juges aussi ont des difficultés avec cette question de neutralité. Tantôt ils vont dire « Ah, mais en fait c'est justifié de ne pas accepter une personne voilée », tantôt ils vont dire « Dans certains cas, ça n'est pas justifié ». Donc cette question de la justification, elle est complexe, elle est compliquée. Voilà, c'est la nature de l'État belge qui essaie de trouver une définition de la neutralité de l'État. Et donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a une sécurité légale sur les préjugés des clients. Lorsque la volonté discriminatoire vient du client, ça ne peut pas se justifier pour l'employeur de discriminer cette personne sur base de la religion par après. C'est complexe, donc c'est possible que je ne sois pas très clair. En plus, avec les barrières de la langue,
Voilà, s'il y a des questions après, on revient dessus, il n'y a pas de problème. On a vu qu'il y avait différents comportements qui étaient interdits. Là, on a abordé la discrimination directe, la discrimination indirecte. Il y a d'autres comportements qui sont interdits, qui sont repris par les lois anti-racisme et anti-discrimination. C'est le comportement de harcèlement. Alors, le comportement de harcèlement, ça se résume en général pas à un fait. Un fait, c'est une multitude de faits qui créent un cadre, un contexte de harcèlement dans lequel ça porte atteinte à la dignité d'une personne. C'est par exemple une personne noire qui travaille, qui a un emploi, et à chaque fois qu'il va à la photocopieuse, ses collègues vont faire des cris de singe ou vont lui dire tu veux pas une banane, ou ce genre de choses. Ce sont des comportements de harcèlement. C'est la même chose si une personne de conviction musulmane, on va lui mettre des tranches de jambon dans son casier lorsqu'il va changer. Ce sont des comportements qui peuvent être considérés comme du harcèlement. Tout ça est aussi interdit par la loi. Ce qu'il faut savoir dans le harcèlement, pour rentrer dans le cadre légal de la loi, il faut qu'il y ait plusieurs comportements qui indiquent une dynamique de harcèlement. Un seul fait ne sera parfois pas suffisant. Parfois, si le fait est vraiment grave, alors le juge pourra considérer qu'il y a harcèlement, mais en général, il faut plusieurs faits pour qu'il y ait en fait une dynamique de harcèlement qui s'instaure. Là, c'est interdit. L'injonction de discriminer, c'est un autre comportement qui est interdit par la loi. En fait, il faut s'imaginer une personne qui cherche des employés, et l'employeur va s'adresser à une agence intérim et lui dit oui, mais s'il te plaît, ne prends pas d'étrangers parce que pour cette fonction, j'aimerais quand même avoir des belgo-belges, j'ai pas besoin d'étrangers, donc s'il vous plaît, s'il y a des étrangers qui vous font des demandes pour ce job-là, refusez. L'employeur enjoint, donne une instruction à l'agence intérim pour discriminer. Ce comportement-là est interdit. Donc il n'y a pas seulement l'agence intérim qui discrimine, l'agence intérim discrimine, non, il y a aussi l'employeur qui demande à l'agence intérim de discriminer. C'est deux comportements qui sont interdits. C'est le même cas dans le logement, si un propriétaire demande à une agence « Ah, ne louez pas à des noirs », le fait que le propriétaire demande cela à l'agence, c'est déjà interdit. Il ne faut même pas que l'agence ait discriminé une personne pour que le comportement rentre dans le cadre de la loi et soit interdit. Non, le simple fait pour le propriétaire de demander ça à l'agence, c'est un comportement qui est interdit.